Merci pour cette invitation, merci pour avoir permis cette rencontre. Et cher Cyrus Vett, c'est un bonheur de vous retrouver, c'est un bonheur de vous féliciter pour ce beau prix, et puis de vous redire combien votre œuvre m'a bouleversé, combien elle continue à me bouleverser. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Ce que vous avez écrit. Nos vies débutent sous la forme d'un dialogue sans mots, et sans ce dialogue, nous ne grandirions pas. Car le monde subjectif est aussi un monde intersubjectif, le monde de je et tu. Et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. Qui est le rêveur dans le rêve? Est-ce le je qui marche et parle et court dans la nuit? Est-ce le même je que celui de la lumière du jour? Est-ce que cet être nocturne en proie à des hallucinations a quoi que ce soit à me dire? Le moi est plus vaste que le narrateur qui dit je. Vous venez de l'entendre. Autour et en dessous de l'île de ce narrateur, conscient de lui-même, s'étend un vaste océan d'inconscient, fait de ce que nous ne savons pas ou que nous avons oublié. Une vérité étonnante, faite de brume et de brouillard, et du fantôme non reconnaissable de la mémoire et du rêve. Une vérité qui ne peut pas être tenue dans mes mains, car elle est toujours en train de s'envoler et de s'échapper, et je ne peux pas dire si c'est quelque chose ou rien. Je la poursuis avec des mots, même si elle ne peut être capturée. Et parfois, de temps en temps, j'imagine que je m'en suis approché. Vous nous permettez de réaliser que le monde et nous-mêmes sont plus mystérieux et plus riches que nous ne pouvons le percevoir. Et vous nous prenez par la main et vous interrogez nos certitudes et vous écartez les murs qui nous emprisonnent tout autour de nous et qui nous appauvrissent. Vous nous dites que la carte n'est pas le territoire, que les métaphores sont indispensables, fécondes, mais trompeuses. Et comme le disait le mathématicien Norbert Wiener, elles sont indispensables, mais le prix à payer est une éternelle vigilance. Vous traversez les disciplines, la poésie, la littérature, la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, la biologie, les neurosciences, et vous vous demandez, et vous nous demandez, quelles sont les relations entre le corps et l'esprit, le je et le nous, l'intérieur et l'extérieur, l'individu et l'environnement, la mémoire et l'imagination, la raison et les émotions, et puis, ce qui a été évoqué, notre relation complexe et permanente avec la temporalité. Borges disait « Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. C'est un tigre qui me dévore, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consume, mais je suis le feu. » Et vous réinventez ce qu'on a appelé du beau nom des humanités. Et je crois que toute votre œuvre, en fait, est l'incarnation de ce qu'on appelle les humanités. Quand je vous lis parfois, je pense à Newton, quand, à l'âge de 24 ans, il découvre qu'en faisant passer la lumière blanche à travers un prisme, elle se décompose parce qu'elle le contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a cette démultiplication de ce que vous regardez, de ce que nous regardons ensemble. Pour vous, les frontières, ce n'est pas ce qui sépare, c'est ce qui réunit, ce qui permet de traverser, ce qui permet d'aller ailleurs et de regarder d'un œil nouveau le paysage qu'on vient de quitter et de recomposer le paysage. Il y a dans tous vos livres, et à l'intérieur de chaque chapitre et presque à toutes les pages, il y a des chemins de traverse. Il y a ce que Lucrèce appelait le clinamen, la petite déviation qui permet d'inventer la nouveauté, l'intuition, tout ce qui émerge de nouveau. Et ces passages, ces chemins de traverse, en tout cas, ils me font frissonner, comme si on passait de la chaleur au froid, comme si on passait de l'air à l'eau,
parce qu'il y a dans votre pensée une sensibilité, une sensualité, des couleurs, de la musique. Il y a une incarnation, c'est une pensée incarnée, et une pensée incarnée dans une très belle langue, dans une langue limpide et une langue poétique qui me fait penser un peu par sa limpidité à la langue d'Emily Dickinson. Et c'est... Le poète John Keats disait que rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti. Et donc vous nous permettez de ressentir, et en ressentant, de mieux comprendre, et en comprenant, de mieux ressentir. Et comme ça a été dit, derrière cette compréhension, derrière ce qu'on ressent, il y a le questionnement, le doute, l'incertitude, qui ont des échos en poésie et qui ont des échos en science. Paul Celan disait « Parle, mais ne sépare pas le nom du oui, donne aussi à ta parole le sens, donne-lui l'ombre. » Et le physicien Richard Feynman disait « Ce qui n'est pas entouré d'incertitude ne peut pas être la vérité. » Et donc vous nous rappelez que la recherche est en permanence riche de ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on découvrira peut-être demain. Il y a ce que nous savons que nous ne savons pas, et il y a ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas, et d'où émergent les réalisations, les découvertes les plus étonnantes et les plus surprenantes. Et je crois que dans cet amour du questionnement, de la recherche, vous rejoignez et vous nous faites rejoindre une forme d'enfance. Il n'y a pas... Tout enfant est un chercheur, tout enfant s'émerveille, s'étonne devant le monde, questionne le monde. Et mon épouse Fabienne, qui est sinologue, me disait que les grands sages chinois, Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, ont un nom qui se termine par le pictogramme Tzu. Et on le traduit par sage, par maître. Mais en fait, le pictogramme représente un enfant. Et en fait, ce sont des enfants, parce que les sages restent des enfants durant toute leur vie, devant la connaissance. Et vous nous dites aussi que nous sommes des héritiers, et que peut-être des héritiers de notre enfance, de notre développement, mais des héritiers des générations qui nous ont précédés, et que le plus bel hommage que nous pouvons rendre à cet héritage, à ce dont nous avons hérité, c'est de le réinterroger, c'est de le rendre vivant, c'est de ne pas en rester prisonnier. Et le poète T.S. Eliot disait « Nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. » Et donc, revenir au début et leur donner un nouvel avenir. Il y a une poétique de l'épistémologie, il y a une épistémologie transdisciplinaire qui est tout le temps à l'œuvre. Et j'ai toujours pensé que, même si vous ne le dites pas souvent explicitement, que l'épistémologie est le préalable à la démarche éthique, à la réflexion éthique. Se demander de quoi il s'agit est le premier pas avant de savoir ce qu'il convient de penser, ce qu'il convient de faire. Et donc je crois que profondément, votre œuvre est habitée par cette démarche éthique. Il y a dans tous vos livres beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion. Il y a aussi une persévérance, une ténacité. Il y a de la lucidité et il y a du courage. Le courage de penser, le courage de questionner, et puis un courage plus héroïque peut-être et plus personnel encore, celui de vouloir s'approprier ce qui nous advient, de pouvoir s'approprier l'étrangeté que nous vivons et de partir à la recherche de sa signification et puis de faire de cette quête un récit, une narration. Et même si cette quête est inachevée, d'en faire un voyage qui permet de se réapproprier. C'est ce bouleversant voyage que raconte La femme qui tremble et qui, pour moi, est une extraordinaire leçon de vie. Et donc, je vous remercie, Sir Hustvedt, de tout ce que vous nous apportez. Merci.